Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Traction. Aujourd'hui, on est dans le centre Bretagne, à Plémé, chez Florian Morel, et on essaye le tracteur Casillache Farmal Sensé. Bonjour Florian. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci. Alors tu es éleveur laitier, est-ce que tu peux me présenter ton exploitation? Oui, comme tu dis, j'élève des vaches laitières en bio sur une ferme de 70 hectares. C'est un système plutôt herbagé avec un petit peu de maïs et un petit peu de céréales pour compléter l'hiver. Tu as eu sur ta ferme ce tracteur une dizaine de jours. Pour quels travaux l'as-tu utilisé? Ça a été pailler les vaches, l'utilisation du chargeur en conditions réelles, vider la fumière. Et aussi, je l'ai eu pendant la période des foins, ça m'a laissé l'occasion de faner et endainer. Merci beaucoup Florian. Je vous propose maintenant de découvrir notre programme La ferme a de la gueule, consacré au stress thermique sur les animaux. Avec le changement climatique, les épisodes caniculaires se multiplient et les bovins sont de plus en plus exposés au stress thermique. Au-delà de leur bien-être, c'est aussi leur production laitière qui est affectée. On découvre tout de suite comment. Le stress thermique est mesuré par le THI, pour Temperature Humidity Index. Avec ce graphique, on se rend bien compte que même à 22 degrés, on peut être en situation de stress thermique si l'humidité relative dépasse les 45%. Mais alors, quelles conséquences sur la production laitière? Le premier impact évident est bien sûr la baisse de production. Les vaches baissent leur activité métabolique. Elles ingèrent moins et produisent donc moins de lait, pouvant ainsi mener à une baisse de rendement jusqu'à 40%. Mais au-delà de la quantité, c'est aussi la qualité du lait qui est impactée. Avec l'augmentation de la température du corps de la vache, l'activité bactériologique est favorisée, ce qui fait donc augmenter le taux cellulaire dans le lait, favorisant par la même occasion les mammites. Si le taux butyrique reste inchangé, le taux protéique, lui, est impacté négativement par le stress thermique. Il n'est pas rare de voir le TP chuter de 2 à 3 points, avec également un changement de ratio dans les caséines. Ces modifications de composition vont donc fortement affecter la transformation du lait, notamment sa fromageabilité. Vous l'aurez donc compris, le stress thermique n'est pas à prendre à la légère. Pour limiter son impact, on peut par exemple améliorer la ventilation des bâtiments ou créer des zones d'ombrage dans les pâtures. J'espère en tout cas que vous avez pu comprendre l'impact du stress thermique sur la production laitière. Ciao! Michel, le Casillache Farmal Sensé est un tracteur typé élevage. Est-ce que tu peux me présenter l'ensemble de la gamme? Alors la gamme Farmal chez Casillache, c'est 15 tracteurs de 55 à 120 chevaux. Donc c'est vraiment une diversité de tracteurs avec des gabarits différents, des niveaux d'équipement différents. Et donc on a en entrée de gamme des modèles de 55 à 75 chevaux qui sont vraiment spécifiques parce qu'ils ont un moteur qui est notamment dépourvu de système AD Blue. Après au-dessus, il y a des modèles de 90 à 120 chevaux où là on a notamment le Farmal Sensé qui fait 100 chevaux. Et avec des équipements divers selon les versions. Le C, ça signifie quoi? Donc le C, c'est la gamme plutôt supérieure du Farmal, sachant qu'il y a la gamme Farmal A, où là c'est des tracteurs un petit peu plus basiques, avec une cabine différente, cabine à 4 montants avec moins de visibilité, moins d'équipement en cabine. Et donc le Farmal C, il y a deux versions. La version sélection qui est un peu plus simple avec un relevage mécanique alors qu'ici sur le Farmal C on a un relevage à contrôle électronique et puis on a aussi des différences sur la transmission sachant que le Farmal C il peut avoir un inverseur hydraulique et un doubleur hydraulique. Le modèle essayé, il dispose d'options particulières. En termes d'options, c'est assez limité sur ces tracteurs-là. On reste sur un tracteur simple qui est assez accessible en termes de tarifs, mais il y a des choix qui ont été faits par le constructeur, donc notamment il n'y a pas de suspension de cabine ou de suspension de pont avant en option. Le modèle essayé, le prix catalogue? Avec le chargeur, donc on est aux alentours de 105 000 €. Un tracteur vraiment typé polyculture élevage et avec un peu de polyvalence pour quand même aller dans les champs. C'est ça Vincent. Merci Michel. On va maintenant découvrir les nouveautés du mois, une sélection réalisée par l'équipe de Réussir Machinisme. Voici les nouveautés sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Et on commence avec John Deere qui étoffe sa gamme de tracteurs articulés à chenilles 9RX
avec l'arrivée de 3 modèles développant 781, 847 et 913 chevaux. Pesant à vide 33,5 tonnes, ces mastodontes logent le nouveau moteur 6 cylindres John Deere de 18 litres de cylindrée, alimenté par un réservoir à carburant de 1952 litres. Il bénéficie de la transmission PowerShift E21 à 21 rapports avant et 11 arrière. Leur circuit hydraulique délivre de base 212 litres par minute et jusqu'à 636 litres par minute en option. Ces nouveaux 9RX ne pourront pas être homologués en France pour circuler sur la route. Et on poursuit avec Alpego. Le constructeur italien lance la gamme de herses rotatives repliables Dectec Plus, destinée aux entreprises de travaux agricoles et aux grandes exploitations. Disponibles de 4 à 7 mètres de large, ces machines sont conçues pour être attelées sur des tracteurs délivrant jusqu'à 350 chevaux à la prise de force. Elles sont dotées de 4 rotors par mètre et intègrent un mécanisme de flottaison afin de bien suivre les irrégularités du sol. Fendt renouvelle ses combinés de fauche conçus pour les gros débits de chantier avec le lancement des modèles Slicer 960 et 1010. Ces machines affichent des largeurs de travail de 9,60 m et 10,10 m et se déclinent avec un conditionneur à dents ou à rouleau. Elles sont éligibles au montage de tapis regroupeurs qui forment un andin qui mesure de 1,60 m à 3 m de large. Les slicers en version Isobus intègrent une fonctionnalité permettant de déporter automatiquement la faucheuse frontale dans les virages et les dévers pour éviter les bandes non coupées. On poursuit avec APV. En lançant 3 nouvelles machines, le constructeur autrichien APV fait désormais figure de spécialiste du désherbage mécanique. Ces bineuses se déclinent en 3 largeurs de châssis, 3,13 m, 4,65 m et 6,25 m. Elles sont proposées avec ou sans interface de guidage intégrée. Les houes rotatives versées sont disponibles en largeur de 6,15 m, 9,30 m et 12,15 m. Elles reçoivent des étoiles Getter montées individuellement sur ressort, dont la pression au sol s'ajuste hydrauliquement jusqu'à 30 kg. Partageant leur châssis avec les houes rotatives, les rotoétries RW profitent du réglage hydraulique de la pression jusqu'à 25 kg par disque rotatif. On termine avec Boomatic. L'entreprise élargit son offre de produits robotisés à destination de l'élevage grâce à un partenariat avec le constructeur autrichien Wasserbauer. Elle propose ainsi 3 nouveaux automates pour l'alimentation et le paillage. Le robot repousse-fourrage Butler Gold Pro est animé électriquement et est dimensionné pour travailler un linéaire de 400 mètres d'auge. Le robot d'alimentation Shuttle Eco dispose d'une cuve de 2,2 m3 et est dimensionné pour un troupeau jusqu'à 150 vaches laitières et sa suite. Enfin, l'automate électrique Flypit assure le paillage des logettes et air paillé. Florian, tu as utilisé ce tracteur avec le chargeur. Quel est ton ressenti ? Globalement, il répond à mes attentes. Pour ce qui est de la manipulation du fumier ou du foin. La pompe hydraulique de 63 litres minute, elle fait le job, c'est sûr. Après, avec une bonne masse derrière, clairement je me sens bien dans la manutention. Après, j'ai apprécié la visibilité du tracteur. Son toit ouvrant, et puis il a un tout petit montant qui ne cache pas du tout la visibilité. Un petit bémol sur la commande de fourche. Pour le confort, s'il avait été électrique, ça aurait été sympa. Désormais, Caz propose un chargeur MX. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, l'association des deux marques est plutôt sympa à utiliser. Les chargeurs Mailleux, c'est plutôt simple à décrocher. Pour ce qui est des outils, moi je suis équipé tout en Mailleux et du coup, c'est un petit plus, c'est vrai. Cette semaine, tu as utilisé le tracteur pour faire de l'endénage. Alors, tu as travaillé avec quel type d'outils derrière et sur quelle surface ? J'ai utilisé une faneuse, 6 mètres de large, et un endéneur soleil de 7 mètres, sur une surface de 10 hectares de foin. Du coup, son faible rayon de braquage m'a permis d'être bien plus maniable en bout de champ. Et au niveau puissance, ça allait largement, c'était suffisant pour... Ouais. Après, c'est des outils qui ne demandent pas vraiment d'effort de traction, alors il s'en est sorti sans problème. Et au niveau du confort, justement, les suspensions, qu'est-ce que ça donne ? Bon, pour la route, peut-être qu'en option, s'il y avait une cabine suspendue, ce serait peut-être appréciable. Maintenant, pour ce qui est de la conduite, c'est un tracteur plutôt agréable. Je crois aussi que tu as eu un petit peu de mal à prendre en main l'inverseur. Oui, c'est une logique différente de celle de mon tracteur habituel. Je pense qu'il faut un certain temps d'adaptation, mais c'est pas une tare en soi. Merci Florian. Et si on devait retenir une qualité, qu'est-ce que tu donnerais ? Sa maniabilité, sûr. Et il a une faible consommation, et je pense que c'est important de le préciser. Et par contre, sur le point d'amélioration, la petite frustration, qu'est-ce que tu citerais ? Je pense qu'il est important de penser à prendre l'option joystick électrique pour le chargeur. C'est quand même un outil dont on se sert tous les jours. C'est du petit confort qu'il ne faut pas négliger.
Merci Florian. Je t'en prie. Ce tracteur est construit en Italie, dans une usine du groupe CNH. Je vous propose maintenant de découvrir une entreprise française basée dans le Calvados. On regarde tout de suite l'histoire de Sodijantes. Ces jantes sont françaises et faites sur mesure. Leur fabricant s'appelle Sodijantes. Voici son histoire. Ce monsieur, c'est François Girard. Nous sommes au début des années 90 et il travaille alors chez Trelleborg, une marque suédoise de pneus agricoles, en tant que responsable des marchés constructeurs. Trelleborg le charge de trouver un fabricant de jantes en France, mais François Girard ne trouve pas. Il propose donc à Trelleborg en 1995 de fonder Sodijantes, une société spécialisée dans la production de jantes sur mesure. Avec un carnet d'adresses de clients déjà bien rempli, il s'installe dans une usine à Falaise dans le Calvados, en pleine désindustrialisation de la région. La société métallurgique de Normandie, la SMN, vient de fermer 2 ans avant dans l'agglomération de Caen. 11 salariés sont donc recrutés en un jour à Sodijantes. À sa fondation, la société devient précurseur du système de jumelage suisse GS. Il remplace les barillet par des entretoises et des verrous, ce qui rend le jumelage plus simple et ne nécessite pas de soudure sur la jante. Sodijantes développe également la roue complète et revend des roues d'occasion reprises auprès des concessionnaires, ce que fait encore l'entreprise aujourd'hui. Pendant 6 ans, Sodijantes fait ainsi le bonheur de Trelleborg, qui représente 20% de son carnet de commandes. Mais en 2001, Sodijantes subit les conséquences de la crise de la vache folle et François Girard doit déposer le bilan en juillet. 30 personnes sont licenciées sur une 50aine de salariés. Il rencontre Philippe Deboudet, patron de France Équipement, qui lui fait une offre de reprise. Le fondateur accepte et reste dans la société pour gérer le site jusqu'en 2004. 2 ans plus tard, arrive la fille de Philippe Deboudet, Stéphanie, à la direction générale. Elle forme un duo avec son père pendant 3 ans avant de prendre la présidence en 2009, qu'elle assume toujours aujourd'hui. Sodijantes se développe et innove. En 2012, elle commence à vendre en France des systèmes de télégonflage importés du nord de l'Europe. À l'époque, ce procédé est méconnu, mais les avantages de cette technologie convainquent Sodijantes de développer leur propre système en 2015. Le perçage des jantes et l'utilisation de gros tuyaux permet un regonflage plus rapide grâce à des débits d'air plus importants. Au fil des ans, la convivialité de l'interface de commande et la vélocité du système sont également améliorées. La dernière grande innovation de Sodijantes, c'est le Tank Air Wheel, présenté pour la première fois au CIMA 2019. Le dispositif prévoit un réservoir additionnel sous pression à 7 bars logé dans la jante. Il permet de regonfler les pneus à la pression route en 10 secondes au lieu de 20 minutes. Cette nouveauté booste la notoriété de l'entreprise, même si elle reste connue en France pour son cœur d'activité, la fabrication et la distribution de jantes sur mesure. Elle est capable d'en produire dans des délais de 24 heures ou 15 jours pour des prix allant de 200 € à 3000 €. Au total, 12 000 jantes sortent chaque année de l'usine de Falaise. Aujourd'hui, la société normande compte une vingtaine de salariés et compte rester à taille humaine. Michel, c'est l'heure du bilan de cet essai. Du côté des points positifs, qu'est-ce que tu retiens? Alors le gros point positif de ce tracteur, c'est qu'il est très maniable. Tracteur compact, bon rayon de braquage, et d'ailleurs c'est confirmé par Florian, à l'endénage avec le soleil, il tournait dans les boues vraiment impressionnant. Un autre point que tu as apprécié, je crois, c'est la facilité d'entretien. Très facile d'entretien en effet, une fois qu'on ouvre le capot, on a un accès assez rapide au radiateur, au filtre, les petits panneaux latéraux se démontent facilement, donc compact mais facile d'entretien. Et du côté des points d'amélioration, des points de vigilance, qu'est-ce que tu retiens? Sur ce tracteur-là, typiquement, tracteur utilisé tous les jours, avec le chargeur, moi je prends l'option joystick électrique. Le levier téléflexible, c'est pas hyper ergonomique et c'est même fatigant parce qu'on ne peut pas poser le coude. Et toujours au niveau ergonomie, est-ce qu'il y a d'autres points d'amélioration? Alors au niveau de la commande de sélection des régimes de prise de force, on a parfois du mal à trouver le cran pour être dans le bon régime. Bon, l'idéal, ça serait d'avoir une sélection électrique. Là, on est sur un tracteur économique, mais ça n'empêche qu'on pourra avoir un levier mécanique avec un meilleur guidage. Et dernier point positif, Michel, Florian a évoqué la visibilité, tu confirmes? Je confirme. Une cabine pas très grande, mais avec une bonne surface vitrée et notamment un pare-brise arrondi, un montant fin et puis un grand large toit vitré. Et du côté des points d'amélioration? C'est le tracteur idéal de cours de ferme. Il est un peu moins à l'aise sur la route parce qu'on n'a pas de suspension de cabine, pas de pont avant suspendu. C'est un compromis.
peut-être que s'il y avait l'option pour des gens qui voudraient un tracteur un peu plus polyvalent, ça serait intéressant de pouvoir y accéder. Eh bien, merci beaucoup Michel pour cet essai. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Traction. D'ici là, n'hésitez pas, en commentaire, donnez-nous vos idées d'essai, ce que vous voulez voir dans Traction, si vous avez d'autres idées pour notre zapping des réseaux sociaux. D'ailleurs, on se quitte en le regardant tout de suite. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame. C'est la bagnole du tas, je vais la broyer la machine, j'en ai un à branler. Quoi comme ça et qu'il y a un motard qui roule dessus, terminé. Du coup ouais bah ça salit les bottes, ça salit tout court, mais au moins je l'enlève. Eh tu fais de la gymnastique aussi en agricole? Un petit peu ouais. Ça dans les tocs. Ah ouais ça tu peux nous expliquer un peu c'est quoi?